Avec Gaëlle, nous sommes en licence droit histoire et Pauline est en master. Quelle année de licence Pardon, première année. D'accord. Et je suis en master 1 droit civil et judiciaire. D'accord. donc nous avons choisi de traiter le sujet pour ou contre l'interdiction des punitions corporelles des enfants. Mesdames les jurés, l'image de l'autorité a traversé les époques et s'est transformée au fil des sociétés. L'autorité de l'Église a reculé, l'autorité de l'État s'est affirmée, l'autorité parentale s'est partagée. Alors qu'elle a longtemps appartenu qu'aux pères de famille, des années de lutte féministe ont abouti à une autorité partagée. Mais aujourd'hui, la question n'est plus de savoir à qui revient cette autorité, encore moins de savoir si cette autorité doit être remise en cause. La question, mesdames les jurés, pardonnez-moi, la question est ici de savoir comment celle-ci doit s'exercer. Comment celle-ci doit être limitée. Peut-on, mesdames les jurés, au nom de l'autorité parentale, exercer toutes les punitions sur nos propres enfants? Peut-on se permettre de donner une fessée à nos enfants? L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. Déclaration de Genève de 1924. Étymologiquement, le terme « enfant » vient du latin « infans », qui signifie « celui qui ne parle pas ». Ce qui caractérise l'enfant, c'est sa jeunesse, sa vulnérabilité. En effet, l'enfant est un être en pleine croissance, un adulte en devenir, qui n'a pas les moyens de se protéger seul. Le droit de l'enfant consacre les garanties fondamentales à tous les êtres humains. Le droit à la vie, le principe de non-discrimination, le droit à la dignité à travers la protection de l'intégrité physique et mentale. Le premier texte international juridiquement contraignant en la matière est la Convention internationale des droits de l'enfant et ses protocoles qui imposent des obligations aux États qui les ont ratifiés. Ainsi, les États, dont la France depuis 1990, sont tenus de respecter et de faire respecter l'ensemble des dispositions que consacrent ces instruments juridiques. Ce qui implique qu'ils respectent les droits des enfants, notamment à travers leurs institutions de protection et de sauvegarde de l'enfant. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant est le premier texte international à reconnaître que les enfants sont des sujets de droit et des personnes dotées de liberté. L'intérêt de l'enfant n'est donc plus seulement apprécié du point de vue des adultes, mais du point de vue même de l'enfant. Dans son article 19, elle dispose que les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence. Tout comme l'article 19 de la Convention, les articles 222-7, 222-9 et 222-11 du Code pénal oublient de nous donner la définition des actes de violence. L'acte de violence n'est pas précisé par les textes qui se contentent d'utiliser le terme violence. Qu'est-ce que la violence ? Qu'est-ce que la violence ? Le législateur souhaite englober le maximum de situations. La nature des actes visés doit être la plus large possible. Cela peut être un coup, une gifle ou une arme. On va considérer qu'il y a violence quand il y a contact sur le plan physique. Mais pas seulement, puisque l'on va déduire également les violences faites à l'intégrité psychique, non pas d'un contact, mais d'un choc émotif. Chaque fessée est une humiliation, disait Alice Miller. Les parents qui donnent une fessée ou une claque à son enfant n'a pas pour but, du moins je l'espère, de lui faire mal, mais plutôt de l'arrêter dans son action, cela permettant au passage
de montrer à l'enfant qu'il a mal agi, qu'il a commis une bêtise, et donc de lui rappeler sa situation de subordination qui est celle de l'enfant. L'enfant se braque et ne comprend pas forcément. La douleur ne le responsabilise pas. L'enfant, à ce moment-là, va détester ses parents et ne va pas forcément comprendre pourquoi son père, sa mère, l'être qui l'élève et le chérit l'a frappé. On peut considérer que c'est une sorte de réification de l'enfant vis-à-vis de ses parents qui détiennent l'autorité parentale et qui, de ce fait, sont libres de corriger leurs enfants comme ils le veulent. Certains diront que celui qui possède l'autorité peut tout faire sur ceux qui lui sont soumis. Mais n'est-ce pas là l'autorité tyrannique ? Celle que l'on possède, qui fait devenir fou et qui porte au pire crime ? Beaucoup, je l'espère le plus grand nombre, répondront que non. Ce n'est pas de cette autorité-là dont on parle. Les parents possèdent donc une autorité, mais elle doit être limitée, et on voit que les punitions corporelles, dont la fessée ou la claque, marquent la limite de l'autorité parentale. Si l'on permet une forme de violence modérée, il semble évident que certains parents se permettront de frapper de plus en plus fort, surtout si l'enfant apprend à s'adapter à ces faibles coups qui n'auront alors plus d'effet escompté. Il sera nécessaire de recourir alors à des coups plus forts et plus durs. Les enfants ont le droit d'être élevés sans violence, ce qui ne signifie pas sans fermeté. La violence commence là où s'arrête la parole. La fessée, cette punition physique, n'est rien d'autre qu'une solution de facilité. En effet, si nous imaginons une situation de crise, par exemple, un enfant qui hurle au milieu d'un supermarché, accompagné d'un parent fatigué par sa journée de travail, avec un paquet de sauce dans la main et son sac dans l'autre. Si nous imaginons que ce parent, ne cherchant même pas à comprendre, pose son sac et lui donne une fessée, qu'est-ce qui justifierait cette fessée ? L'impatience, la fatigue, la honte de l'enfant qui hurle ? Est-ce cela le rôle d'un parent ? Celui-ci ne s'engage-t-il pas à donner toute son attention à son enfant ? Pourrait-on admettre qu'un parent trop fatigué par sa journée de travail ne nourrisse pas son enfant ? Eh bien cela en est de même pour la fessée. La violence physique, comme réponse à une crise, ne doit pas être une solution. La facilité ne doit pas primer sur le dialogue et la patience. Le rôle du parent est avant tout l'éducation. L'éducation dans l'intérêt de l'enfant. Quand l'enfant n'est pas apte à comprendre qu'il régit face à une situation nouvelle, qu'il commet une bêtise, il faut avant tout dialoguer, expliquer et non frapper. Il y a d'autres moyens de raisonner. Un enfant, même en cas de crise grave, l'isoler, dialoguer, le responsabiliser en aidant à analyser la situation. Il faut voir que ce n'est pas que la violence physique qu'il faut prescrire. C'est toutes les formes de violence. Les limites doivent être posées avant d'en arriver à des crises graves pour ne pas avoir besoin de recourir à la violence comme extrême recours. Le parent, quand il frappe l'enfant, est-ce véritablement dans l'intérêt de l'enfant ou bien dans son intérêt ? N'est-ce tout simplement pas le moment pour le parent de se décharger, de se défouler ? La violence sur un plus faible, c'est en quelque sorte admettre sa faiblesse en ne pouvant combattre le plus fort. Le parent, employé de bonnes mœurs, de bons principes, va-t-il se permettre de corriger son patron quand celui-ci refuse une augmentation de salaire ? L'autorité parentale sur l'enfant permet une fessée, mais alors l'autorité patronale sur l'employé, on l'autorise ?
En revanche, concernant les violences d'un patron qui soumettra un employé à un châtiment corporel sera sanctionné, alors qu'un parent, sur son enfant, non. Le risque est qu'utiliser la solution de facilité une fois conduise à la réutiliser tout le temps. La plupart des crimes et délits dans le code pénal voient leur sanction aggravée lorsqu'il est commis sur un mineur de moins de 15 ans. Pourquoi est-il permis de frapper un enfant alors qu'il est interdit de frapper un homme, un adulte, une femme, une personne âgée, et en prison le pire des criminels? Nos lois ne permettraient-elles d'agresser que les plus faibles? Merci. Merci.